Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel et Gaétan. Emmanuel, c'est une drôle de bébite, Pierre Poilievre, parce que d'un côté, il veut pas trop se coller sur Trump, parce que là, Trump s'est rendu l'ennemi national au Canada. Mais de l'autre côté, tu as vu ce qu'il a fait, là? Il chialait contre les médias, là, la presse traditionnelle qui couvre la politique fédérale. Il dit les journalistes là, de la presse traditionnelle, des médias traditionnels qui sont à la galerie de presse, c'est tous des gauchistes, sont tous biaisés. Puis là, il va falloir ouvrir la place, permettre à d'autres journalistes de médias peut-être un peu plus underground, un peu plus alternatifs, de venir couvrir ce qui se passe. C'est exactement ce que fait Trump. Donc, il est-tu, tu sais, il se distancie de Trump, après ça, il se colle dessus, puis... Il se colle dessus. Ça, c'est une vieille récrimination des conservateurs depuis Mathusalem. J'étais présidente de la Tribune de la presse quand Stephen Harper a été nommé premier ministre. Alors, je pourrais écrire un livre, OK, sur les batailles épiques que nous avons menées contre eux. Moi, ce qui me surprend, c'est que je comprends que le mouvement conservateur au Canada trouve que la presse, en général, c'est une gang de bourgeois, progressistes, gauchistes, bien pensants. On peut avoir un débat là-dessus, là, mais si tu es pour te lancer dans ce débat-là, généralement, va pas à la guerre avec un tire-poids. Parce que la tribune de la presse parlementaire à Ottawa, elle a ceci de très particulier, que premièrement, c'est pas comme à la Maison-Blanche, là, où c'est la Maison-Blanche qui contrôle, qui rentre dans sa maison. C'est le Parlement qui est souverain. Donc, sur lequel M. Poilievre, comme premier ministre, n'aurait aucun impact. À moins qu'il utilise à ses fins le président de la Chambre des communes, mais qui est supposé être indépendant et servir le bien des Canadiens. Qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est le Parlement qui décide qui a le droit de rentrer. C'est le Parlement qui décide qui a des cartes. Et pour pas justement être pris dans une situation à dire « j'aime tel journaliste, je n'aime pas tel journaliste », le Parlement a délégué cette décision-là à la tribune parlementaire de la presse, qui a un exécutif, qui sont des journalistes qui siègent. Moi, j'ai siégé dessus. Guillaume Saint-Pierre, qui est chef du bureau d'Ottawa, a été président. Philippe Vincent Foisy, qui est notre collègue animateur ici, a été président. Puis, il y a un exécutif, puis ça reçoit les demandes, et etc. La réalité, là, c'est que c'est très, très rare qu'un média demande une carte pour y aller pour une semaine, un jour, un projet, puis que c'est refusé, là. Parce que le but, c'est de rendre ça accessible. Il y a des vérifications d'usage. Ça existe-tu, ce média-là? Est-ce que c'est vraiment un média indépendant? Est-ce que c'est militant, etc.? Puis, tu sais, peut-être que c'est toute une gang de gauchistes, là, mais je pense pas que Bloomberg, c'est des gauchistes. Je pense pas que le National Post, c'est des gauchistes non plus. Ben, la gang d'Ezra Levant, est-ce qu'ils ont le droit d'y aller? Non, ben, c'est là que tu m'amènes. Il y a 2 médias qui se sont vus retirer leur carte pour des raisons spécifiques. Le premier, c'est Press Progress, qui est jugé trop proche du NPD. Okay? Donc, pas vraiment indépendant. Puis, il y a eu tout un débat autour de est-ce que Rebel pourrait y avoir accès. Il y a un temps, Rebel l'avait. Puis, on s'est été retiré à Rebel quand? Quand il y a eu les émeutes de Charlottesville et que le journaliste de Rebel News est allé faire l'apologie des suprémacistes blancs à Charlottesville. Mais sinon, là, un podcaster, quelqu'un qui vient, qui a une entrevue, qui whatever, en général, là, c'est pas si difficile que ça d'y avoir accès. Fait que c'est pas vrai que tous les... Attends une minute, Rebel News, je parlais d'Ezra Levant, là, c'est ça, c'est son média alternatif très à droite. Il a vraiment fait l'apologie des suprémacistes blancs. Ben, la journaliste qui avait envoyé, comment ça s'appelait, dont je me rappelle plus, là, mais ça avait fait un énorme scandale à l'époque. Là, elle était vraiment rentrée dans le discours de M. Trump, qu'il y a des gens bien qui sont ici, puis que c'est pas vrai que c'est des suprémacistes, puis ça avait comme... Ben. Alors là, la tribune de la presse avait dit, écoutez, on peut pas... c'est quand même parce que c'est la tribune de la presse qui est garante des gens qui rentrent dans le Parlement. Là. Gaétan, est-ce qu'on va commencer à permettre à des influenceurs là, qui sont sur TikTok là, de pouvoir aller couvrir la politique fédérale à la tribune de la presse d'Ottawa? Écoute, moi, personnellement, je ne suis pas confortable avec ça parce que, tu sais, dans la société canadienne, dans les sociétés occidentales,
la démocratie, c'est une question d'équilibre. Évidemment, à la base, c'est une question de droit. Hein, on dit souvent un État de droit. Mais dans la balance des pouvoirs, là, dans les garde-fous, je considère que le journalisme a un rôle à jouer. C'est vrai que les politiciens, j'en ai fait partie. C'est vrai qu'on critique beaucoup le travail des journalistes, peut-être plus même des chroniqueurs, moins les journalistes. Alors, je le comprends très bien. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, pour garder un équilibre, il faut que ceux qui rapportent la nouvelle, les journalistes, ils doivent être garants d'une certaine éthique. Et ça, ils ont des compétences qui sont reconnues, ils ont une formation qui est reconnue, et je pense que le Parlement, tous les corps politiques qui sont des corps représentatifs, doivent avoir l'assurance, doivent faire partie d'une structure qui garantit que cette courroie de transmission-là, non pas de l'idée du politicien, mais des faits qui sont confrontés, qui sont mesurés, par des gens qui vont déceler les énormités, les mensonges, les manipulations. Mais on n'est pas juste un État de droit, on est un État où les États occidentaux doivent être des organisations sociales équilibrées. Alors, faire entrer un influenceur, comme on voit actuellement aux États-Unis, par exemple, pour moi, ça n'a pas une minute de bon sens, là. Alors, là, tu vas me dire, il y a des gens qui vont opposer à ça le fait qu'un influenceur, à la limite, c'est un journaliste. Non, ce n'est pas à la limite un journaliste, parce qu'en général, les influenceurs ont une opinion qu'ils mettent de l'avant et ils en font la promotion à partir de faits qui sont exprimés par les politiciens. Alors moi, je suis pas journaliste, là, je fais la chronique ici, là. Je suis un ex-politicien, comme dirait Christian Dubé, syndicaliste médical. Mais il en reste pas moins, là. Que moi, je suis bien content qu'il y ait des vrais journalistes qui font cette job-là dans l'enceinte ultime, la source des informations qui est le Parlement. Emmanuel, je veux revenir là, sur la critique que Poilievre fait des journalistes. On se souvient, lorsqu'il a été élu, Justin Trudeau, il a accordé une entrevue à une journaliste de la CBC. C'était dégoulinant de complaisance. Elle le suivait là, dans les méandres, les couloirs du Parlement, puis lui rappelait des souvenirs quand il était tout petit, puis jouait sur le bureau pendant que son père était premier ministre. Elle salivait en l'écoutant. C'était incroyable. Même les médias traditionnels et respectables, des fois, manquent sacrément d'objectivité aussi, là. Ben oui, je veux dire, c'est une profession qui, moi, je suis la première à accepter la critique parce que avec la profession vient immensément de pouvoir. Puis la réalité, c'est que il y a quelque chose de sain dans le fait que certains médias ont un biais idéologique plus à droite, plus à gauche, plus nationaliste, plus fédéraliste. Les gens, ils savent ce qu'ils lisent. Mais individuellement, moi, la très grande majorité des journalistes avec qui j'ai travaillé font leur travail au mieux de leur connaissance. Des fois, ils exagèrent. Des fois, ils exagèrent pas. C'est sur la moyenne, mais M. Poilievre, je comprends l'immense frustration des fois des conservateurs qui disent « Ah, vous donnez une free ride à Carney, c'est effrayant, vous comprenez pas, puis puis vous êtes toujours sur notre dos. » Puis, mais tu sais, quand tu es à 43% dans les sondages, là, puis que tu es sur le point de devenir premier ministre avec un chèque en blanc, là, ben, c'est sûr que tu vas être plus critiqué que le gars qui est à 20% puis qui a aucune chance de gagner, là. On s'entend, là, tu sais. C'est aussi ça, la réalité. Moi, je pense que le problème pour M. Poilievre, c'est que c'est pas nouveau comme discours, OK? M. Harper, il détestait tellement les journalistes parlementaires que de tout le temps où il a été à Ottawa, il ne parlait pas à la presse parlementaire. Il sortait de la ville le vendredi pour aller donner des points de presse à l'autre bout du pays juste pour pas nous voir, OK? Alors, pas le premier, là. C'est pas nouveau. Le problème qu'a M. Poilievre en ce moment, c'est que dès qu'il dit quelque chose que les conservateurs disent depuis 2 millions d'années, là, mais là, il dit, puis là, tout d'un coup, c'est « Ah, il est comme Trump ». Comprends-tu? C'est comme si tout d'un coup, toute une partie de leur discours, de leur récrimination populiste et etc., à la lumière du contexte actuel, est interprétée
comme étant le Parti conservateur adopte les codes de Donald Trump. Et c'est ça qui est risqué pour lui. Je comprends que ça peut être objectivement injuste parce que le Parti conservateur faisait ça avant, il va le faire après, puis ça n'a rien à voir avec Trump, mais c'est ça la réalité. Puis à un moment donné, si tu veux devenir premier ministre, ben avale ta couleuvre, fais ta job, puis arrange-toi pour convaincre les Canadiens de voter pour toi, là, tu sais. Ouais. Gaétan, Moi, j'ai appris une chose, par exemple. Je veux t'amener sur un autre sujet, là, connexe. Ceux qui sont abonnés au fil de presse de Pierre Poilievre ont reçu ceci. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une annonce spéciale lors du Rassemblement pour le Canada d'abord, avec Pierre Poilievre le samedi 15 février à Ottawa, le jour du drapeau national du Canada. N'oubliez pas de porter vos vêtements rouges et blancs en honneur du drapeau de notre pays. Nous savons que les fiers Canadiens comme vous se montreront à la hauteur lorsque ce sera vraiment important. Écoute, il y a comme une guerre entre lui et Carney. Qui va être le plus capitaine Canada? Non, c'est moi qui est capitaine Canada. Non, c'est toi. Là. Ben oui, ça, c'est bien clair. D'autant plus que quand on écoute Mark Carney, dans son discours, ramène le discours du Parti libéral au moins au centre, puis à bien des égards, sur certains sujets, un petit peu à droite, puis il s'en va piger dans la talle des conservateurs. Alors là, c'est assez particulier parce que si Carney monte dans les sondages avec un programme qui se rapproche de celui, du moins en partie, des conservateurs, ça devient une bataille de personnalité, ou du moins de perception des personnes. Et à cet égard-là, aujourd'hui, force est de constater que Carney, pour le moment, puis à chaque fois que je parle positivement de Mark Carney, je dis toujours avec insistance pour le moment, parce que on a une image d'un individu, là. On a une image avec un magnifique et extraordinaire CV, mais si l'hirondelle ne fait pas le printemps, le CV et l'image ne font pas un politicien ni une politique. Oui, alors, c'est sûr que là, on est là actuellement. Et Mark Carney, son ennemi, c'est le temps. Alors, plus on va le découvrir, puis plus on peut avoir des surprises. Une des surprises qu'on a eues, c'est notre collègue Paul Larocque qui l'a eu. Quand Salut Bonjour, la semaine passée, il a fait une entrevue. Il a soit échappé, soit dit le fond de sa pensée quand il a mentionné la possibilité de couper les transferts. Couper les transferts parce qu'on est en déficit puis qu'on annonce qu'on veut revenir à l'équilibre budgétaire en 3 ans, ça fait pas mal conservateur et ça peut pas mal faire peur à bien du monde. Moi, j'ai beaucoup réagi à ça. Revenir à l'équilibre budgétaire en 3 ans et annoncer en même temps qu'on coupe dans les transferts. Je peux te dire, Paul, là, que ceux qui nous écoutent, ils vont passer quelques années difficiles, là. Emmanuel, il y a eu une vague aussi pour Mme Kim Campbell, il y a eu une vague pour M. John Turner, puis on a vu ce que ça a donné, là. Ben oui. Ouais, non, mais c'est pas parce que tout d'un coup, les libéraux sont soulagés et réussissent essentiellement à rapatrier du vote qu'ils avaient perdu au profit du NPD, qui sont capables de gagner l'élection. Le problème aussi de Mark Carney, c'est qu'il a annoncé très peu de politique, hein. Bon, il va remplacer la taxe carbone par quelque chose d'autre. Il veut équilibrer le budget d'ici 3 ans, mais c'est pas très clair qu'est-ce que ça veut dire. Équilibrer le budget, c'est équilibrer le budget des dépenses, mais sans les investissements. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à démêler tous ces fils-là encore, là, sérieusement. Donc, on se dirige vers une vraie campagne électorale avec un vrai débat. Puis ça, objectivement, c'est très, très simple, mais c'est clair que les conservateurs sentent qu'ils doivent reprendre un peu le flambeau du patriotisme, là, parce qu'en ce moment, c'est ça qui unit les Canadiens. Donc, pour eux, c'est la meilleure façon d'être rassembleur. Et là, demander aux gens de s'habiller en blanc et en rouge pour leur rallye, habituellement, c'est le terrain du Parti libéral, ça, les gens qui s'habillent en blanc. Je pense pas qu'il va y avoir un journaliste qui va s'habiller en rouge et blanc. Là, non, mais il est post-national, hein, Justin Trudeau, il n'y avait plus de patriotisme chez les libéraux. Il ne faut pas oublier, hein? C'est vrai, il était transparent. Merci, bon week-end à vous deux. Très bien, au revoir. Au revoir.